Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau séminaire des doctorants sur la Web TV de l'Université de Nîmes. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Julie Deninotti, qui est donc doctorante en psychologie. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup de participer à ce séminaire. Donc Julie est donc doctorante au sein de l'ED 583, vous voyez le logo juste derrière nous. L'objectif de l'émission, c'est de présenter le cursus, les recherches de Julie pour expliquer un petit peu ce que c'est que de faire un doctorat et quelles sont les thématiques de recherche qu'on développe à l'Université de Nîmes. Donc Julie, vous êtes donc doctorante en psychologie. Vous avez commencé quand la thèse? Alors j'ai commencé ma thèse en mars 2020, donc bon, c'était pas la période idéale pour commencer une thèse, mais ça se passe bien quand même. Oui. Ça a beaucoup impacté votre travail d'ailleurs? Avant d'aller plus loin dans les questions. En soi, non, pas tant que ça. C'était surtout au niveau de la vie sociale. Ça pouvait être plus stimulant de travailler dans un bureau avec d'autres doctorants que d'être seul chez soi. Mais en soi, la communication était bonne avec tout le monde, donc il n'y a pas eu plus d'impact. Vous n'aviez pas à ce moment-là trop d'études sur le terrain prévues peut-être? Non, pas à ce moment-là. C'était le début de la thèse. C'est vrai qu'en général, ça arrive peut-être un peu plus tard, cette activité-là. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc, vous faites donc cette thèse en psychologie. Quel est le cursus qui vous a conduit à venir travailler à l'Université de Nîmes dans le cadre de cette thèse? Alors, j'ai fait un master 2 recherche en psychologie clinique à l'Université Grenoble-Alpes et un DUT-CC à l'Université de Nîmes, où j'ai rencontré mes directrices de thèse, qui sont Élodie Charbonnier et Sarah Levigourou. Et c'est là que j'ai eu ce déclic de venir faire une thèse à l'Université de Nîmes. Très bien. Et votre sujet, vous vous intéressez à quoi? Alors, il porte sur les représentations et l'ajustement psychosocial dans l'infertilité, c'est-à-dire la manière dont les personnes vont s'ajuster à un diagnostic d'infertilité. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un sujet... Vous travaillez avec les hôpitaux, peut-être? J'ai eu une étude sur le CHU de Nîmes, et sur les autres, on recrute principalement sur Internet. Quand vous dites recruter, c'est en fait trouver des personnes pour participer à vos études qui sont confrontées à ce problème-là. C'est le processus d'inclusion, voilà. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Du coup, en ce qui concerne la thèse à proprement parler, qu'est-ce qui vous conduit, qu'est-ce qui vous a conduit à avoir cette démarche-là de dire je me lancerai bien dans un doctorat, dans une thèse? Alors, j'étais psychologue clinicienne, je faisais essentiellement des remplacements, mais j'avais fait donc ce cursus de Master 2 recherche en psychologie. Et je dois dire que la recherche, les activités de recherche me manquaient un petit peu. Et c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans l'aventure. Très bien. Et l'idée finale, puis bon, la thèse, c'est une période importante, hein, mais il y a une fin à tout ça. C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif de base, c'était d'être enseignante-chercheuse en psychologie clinique. Maintenant, j'envisage de faire un post-doctorat peut-être. Je suis plus partie là-dessus pour l'instant et puis je me laisse des possibilités pour l'avenir de bien réfléchir à mon projet. À l'étranger peut-être? Peut-être à l'étranger, oui, si possible. Ouais, plutôt pays anglophone ou... Anglophone, parce que ça va être la seule langue que je vais pouvoir maîtriser. Oui, bien sûr, ça peut être une petite barrière, effectivement. On a des trucs en Turquie à vous proposer, malheureusement. Ah ouais, ça va être compliqué. C'est peut-être un peu âpre de l'approche du turc. Très bien, donc et de manière très pratique, comment ça s'est passé pour vous le recrutement en doctorat? Alors, de manière très pratique, donc j'ai été contactée par mes directrices de thèse, donc Élodie Charbonnier et Sarah Levigourou. On a préparé un projet ensemble et par la suite, on a postulé pour un contrat doctoral Nîmes Métropole et Université de Nîmes que j'ai obtenu. Et à partir du moment où on a un financement, en fait, on peut débuter. Très bien. Donc, c'est un financement Nîmes Métropole, qui est donc la communauté d'agglo ou urbaine, je ne sais plus, de Nîmes. Je crois qu'ils ont changé il y a peu de temps. Donc, on les salue et on les remercie pour les financements octroyés pour nos études de doctorat. Et donc, on écoutera Julie. Et si des personnes de Nîmes Métropole nous écoutent, vous allez voir à quel point
on utilise bien l'argent que vous nous donnez et à quel point on conduit des recherches de qualité. Donc, merci à Nîmes Métropole pour tous ces financements. Merci pour cette présentation. On va passer donc à la présentation de vos travaux. Je vous rappelle juste que pour les personnes qui regardent, vous avez une case sur le chat qui est sur la droite de l'écran. Vous pouvez participer, poser vos questions. Donc on n'interrompra pas Julie pendant la présentation, mais je garderai les questions, je les lui poserai en fin de présentation. Donc n'hésitez pas à nous expliquer un petit peu ce que vous en pensez, à poser vos questions. Merci. Et je vous laisse la parole à Julie. Merci. Donc déjà, je tiens à remercier tous nos spectateurs Twitch. Et je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule « Représentation et ajustement psychosocial dans l'infertilité ». Alors... Attention, pas de suite la souris, juste le temps de basculer le bon écran. Voilà, et là c'est bon. Alors, donc tout d'abord une petite définition. L'infertilité, elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme l'incapacité à concevoir un enfant au bout de 12 mois. Donc ça peut aussi se caractériser par le fait de faire des fausses couches à répétition. Et en France, selon l'Institut national d'études démographiques, en 2020, un couple sur 4 n'a pas réussi à concevoir au bout de 12 mois. Donc l'infertilité, elle a aussi un certain nombre de conséquences psychosociales chez les couples qui sont concernés. Par exemple, et plus encore chez les femmes d'ailleurs, par exemple l'anxiété et la dépression, la diminution de la qualité de vie, la stigmatisation perçue, parce que dans notre société, c'est pas habituel de ne pas avoir d'enfants quand on est un couple depuis longtemps, et des émotions négatives telles que la colère, la tristesse et la frustration. Donc, en vérité, ma thèse, elle vise à adapter un modèle en psychologie de la santé qui s'appelle le modèle d'autorégulation de Leventhal à la situation d'infertilité, parce que ces conséquences psychosociales pourraient être expliquées par ce modèle. Donc je vais être un petit peu plus accessible pour que vous compreniez. Ce modèle, il part de l'idée que lorsque l'individu reçoit un diagnostic quelconque, un diagnostic de maladie, il va s'en faire une certaine idée. Il va s'en faire des représentations cognitives, par exemple qui portent sur l'identité de la maladie, sur sa durée, sur ses causes, sur ses conséquences, sur le contrôle qu'on a sur la maladie, et des représentations émotionnelles qui vont être les émotions associées. Je me suis permis d'ajouter dans les représentations cognitives la notion de stigmatisation que je viens de vous décrire, c'est-à-dire qu'à mon sens, l'infertilité, c'est quelque chose qui est un petit peu stigmatisé. Et une des visées de ma thèse, c'est aussi d'inclure cette idée de stigmatisation. À partir de là, ces représentations, elles vont avoir un effet sur les stratégies d'ajustement, ce qu'on appelle le coping, c'est-à-dire la manière dont un individu va déployer des ressources pour s'adapter à une situation, à un événement qui survient dans sa vie. Et ces stratégies d'ajustement, elles influencent les issues cliniques, c'est-à-dire typiquement l'anxiété, la dépression que je vous ai décrit. Donc ma thèse a trois grands objectifs, je dirais. Ça va être d'une part d'étudier les représentations de l'infertilité, d'autre part d'étudier l'application du modèle d'autorégulation dans l'infertilité, donc c'est le modèle que je viens de vous décrire, et enfin d'étudier l'évolution de ce modèle, de voir s'il évolue à différents temps significatifs d'un parcours d'assistance médicale à la procréation. Comme on le sait, il y a plusieurs grandes étapes quand on fait par exemple une fécondation in vitro, et ça va être de voir si ça évolue en fonction de ces différentes étapes. Alors bon, il se trouve que peu d'études ont encore appliqué ce modèle dans l'infertilité, et aucune à ma connaissance ne l'avait encore fait de manière répétée dans le temps, ce qu'on appelle longitudinal. Donc on est en train de mener actuellement une étude 1 qui a pour objectif d'étudier vraiment les représentations de l'infertilité dans la population générale. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli 1000 participants, notamment grâce aux réseaux sociaux, et on leur a demandé de remplir une mesure des représentations cognitives et émotionnelles qu'ils avaient de l'infertilité. Pour cela, on a adapté un questionnaire qui existe déjà, qui s'appelle le Brief Illness Perception Questionnaire.
on a évalué ensuite la tendance qu'ils avaient à stigmatiser les personnes qui avaient des problèmes de fertilité, c'est-à-dire d'avoir des comportements volontairement ou involontairement discriminatoires vis-à-vis de ces personnes-là. Pour répondre à notre deuxième objectif, qui était d'étudier l'application du modèle d'autorégulation dans l'infertilité, on mène une revue systématique de la littérature. Donc en fait, on étudie les liens qui existent dans la littérature entre les composantes du modèle que je vous ai présenté et les conséquences perçues. Et j'ai un peu perdu le fil, excusez-moi. Je croyais qu'on me faisait signe. Donc entre les composantes du modèle, comme la durée de l'infertilité par exemple, ses conséquences, le contrôle perçu, et on va voir comment toutes ces composantes évoluent entre elles. Alors là, je vois que mon petit... voilà. Donc on va voir aussi, par le biais d'une troisième étude qu'on mène actuellement, comment on peut confirmer ce modèle d'autorégulation de l'évental sur une population de 500 personnes, hommes et femmes infertiles, qui ne sont pas nécessairement, eux, en parcours d'AMP. Je m'explique, c'est en fait une population qui est difficile à atteindre, puisqu'elle n'est pas dans les services hospitaliers. Ce sont les personnes qui ont des difficultés de fertilité, mais qui ne consultent pas. Donc l'enjeu, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour essayer d'atteindre ces personnes et de voir donc si on peut appliquer notre modèle d'autorégulation de l'évental à ces personnes-là. Et enfin, étudier l'évolution du modèle d'autorégulation à différents temps du parcours d'AMP. Pour cela, nous avons l'aimable collaboration du service d'AMP du CHU de Nîmes. Et nous allons évaluer les différentes composantes du modèle à 3 temps clés d'un parcours d'assistance médicale à la procréation, soit T0, le moment où l'AMP, donc l'assistance médicale à la procréation, est indiquée par le médecin, T1, le moment de l'intervention, qui peut être par exemple la ponction ovocytaire dans une fécondation in vitro, et T2, un mois après T1, donc environ 15 jours après le test de grossesse, donc à ce moment-là, la personne sait si elle est enceinte ou pas. Et nous allons mesurer, comme cela a déjà été dit pour les autres études, les représentations cognitives et la stigmatisation perçue, les représentations émotionnelles, l'ajustement et les mêmes issues cliniques, anxiété, dépression, qualité de vie et affectivité, que pour les autres études. Et on va voir si en fait il y a une évolution en fonction des moments de l'AMP. Une petite conclusion sur mon vécu vis-à-vis de cette thèse. Donc, pour moi, ce doctorat, c'est une expérience professionnelle à part entière, du moins je le vis comme ça, qui me permet de mener un travail très diversifié à travers l'exploration de différentes méthodes, différents designs aussi, design transversal, longitudinal. J'ai l'occasion de mener une revue systématique. Donc c'est vrai que sur le plan méthodo, ça me permet quand même d'apprendre pas mal. Et c'est plutôt formateur et enrichissant parce que depuis son début en mars 2020, j'estime avoir acquis des compétences très variées. Et j'ai eu l'occasion d'intégrer un petit peu la vie d'une unité propre de recherche qui est l'équipe APSI. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Julie pour cette présentation très claire de votre sujet de thèse. Donc on a Elodie Charbonnier qui est dans le chat. Bonjour Elodie. Elle a posté un message pendant la présentation. Donc elle salue simplement tout le monde. Bon, j'espère Elodie que tout s'est bien passé. Est-ce que tu valides la présentation de Julie? Donc Elodie Charbonnier qui est la directrice de thèse de Julie avec Sarah Le Vigoureux aussi. Donc on a Lolo la boumeuse aussi qui remercie Julie pour cette présentation. Et Elodie, Julie peut être assurée, qui dit c'est parfait. Voilà. Bon, merci à vous d'être c'est bon, c'est validé par la direction de thèse. Voilà. On est sauvés. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Bon, du coup, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. En attendant, moi j'ai peut-être quelques questions d'ordre général à poser. Bon, déjà, moi je trouve que ce sujet d'étude est vraiment passionnant parce que ça fait partie des sujets qui finalement
potentiellement touche tout le monde à un moment de sa vie. Moi, j'ai 2 enfants, donc la question de la fertilité, c'est des questions qu'on se pose forcément. Au moment où on fait la démarche de dire j'ai envie d'avoir des enfants, il y a toujours cette question qui arrive à un moment, de dire et si finalement je ne pouvais pas. Donc je trouve ça génial qu'on fasse des études sur justement les processus psychologiques qui sont associés à tout ça et qu'on puisse justement essayer de trouver des solutions. Est-ce que, c'est peut-être, on est tôt, c'est une thèse qui a 1 an et 3 mois, donc forcément on a peu de résultats. Est-ce que vous avez déjà peut-être des pistes de schémas qui se dégagent, des tendances générales sur les perceptions qu'on peut avoir? On parle de stigmatisation. Alors c'est la stigmatisation ressentie que vous étudiez. Ce qu'on appelle la stigmatisation perçue. Perçue, d'accord. J'ai pas les bons termes. Je suis pas du tout psychologue, je m'excuse. Est-ce que c'est quelque chose qui est fort et qu'on ressent fortement? Alors, moi j'ai été très surprise par l'accueil positif de cette étude par les participants et j'ai reçu pas mal de témoignages qualitatifs au final de personnes qui voulaient se confier à moi sur leur expérience. Et effectivement, cette question de la stigmatisation perçue, elle revient pas mal, puisque par exemple, c'est tout simple, mais dans un groupe d'amis, quand il y a une personne qui est infertile et que toutes les autres se mettent à avoir des enfants, elles peuvent parfois se sentir mises à l'écart de certaines activités, volontairement ou involontairement de la part des autres. Parfois, ça part d'une bonne intention, on ne veut pas blesser la personne. Et oui, c'est effectivement quelque chose qui revient. De plus, vraiment, en France et dans d'autres sociétés occidentales, quand on est en couple depuis un certain temps et qu'on approche de la trentaine ou qu'on l'a dépassé, c'est vrai qu'il est presque attendu de nous d'avoir des enfants. Oui. Donc c'est quelque chose qui revient pas mal dans les témoignages. C'est un sujet qui dépasse largement la question de la fertilité. Mais effectivement, c'est vrai que pour avoir connu cette période-là, c'est vrai que la pression sociale peut être présente à certains moments. Donc Sarah Le Vigouroux, qui est présente aussi, dit bravo Julie. Donc c'est bon, merci, on a Sarah. une double validation des 2 directrices de thèse de l'unité APSI. Donc merci beaucoup et puis merci de suivre le séminaire. Donc oui, et puis on salue tous les parents et futurs parents et personnes en difficulté sur ça aussi qui pourraient suivre, puisque bon, c'est vrai comme on l'a dit, c'est un sujet qui concerne vite tout le monde. En fait, à un moment de sa vie, on y est tous confrontés. Et je trouve ça, j'insiste un peu, peut-être lourdement, mais je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi ce que peut être la recherche de manière générale. La recherche peut être vraiment quelque chose en lien direct avec le quotidien des gens. Et en fait, on peut, par la recherche, apporter aussi des choses dans le quotidien des gens. Souvent, dans les conceptions, on dit, les chercheurs, les scientifiques, c'est très éloigné ce qu'ils font, mais au final, ça peut influencer le quotidien immédiat des personnes. Et là, on le voit. Et alors moi, je suis intéressé aussi par... vous avez fait référence aux réseaux sociaux dans votre pratique. Donc, c'est un phénomène qui est globalement assez récent, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus, à quel point dans des disciplines comme la psychologie, ça a pu avoir un impact, les réseaux sociaux, sur la manière de faire de la recherche? Ah oui, je pense que ça a eu un impact phénoménal et là je pense qu'en temps de pandémie, on le découvre plus que jamais. Mais il existe beaucoup de groupes de solidarité sur les réseaux sociaux et qui sont toujours partants pour répondre à une étude. Et c'est un outil qu'il faut, évidemment dans les limites de la déontologie, qu'il faut savoir utiliser, bien sûr. D'accord, donc maintenant c'est vraiment une composante du travail. Oui, tout à fait. Parce qu'on a plusieurs doctorants, même en psychologie sociale, qui travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux. On a Clément Laverdé qui a soutenu sa thèse il y a très peu de temps. Fait. Qui a eu une grande partie de son travail qui était sur les réseaux sociaux et sur l'action des pouvoirs publics dans les réseaux sociaux. Oui. Un sujet complètement différent, mais ça montre à quel point c'est devenu quelque chose d'omniprésent, en fait, les réseaux sociaux. Élodie, donc Charbonnier nous dit, d'ailleurs Julie, ça t'a conduit à collaborer sur un projet avec d'autres docteurs sur la stigmatisation des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Tout à fait. Alors, nous avons des membres associés d'APSI, qui voulaient monter cette étude sur les personnes qui ne désirent pas d'enfants. Et elles ont fait appel à moi pour qu'on puisse un petit peu comparer le vécu des personnes qui n'ont pas d'enfants volontairement et de celles qui n'en ont pas de manière involontaire, donc les personnes infertiles.
il y a beaucoup de similitudes. Enfin, moi, je fais des raccourcis, hein, c'est horrible comme question, je me rends compte en la posant. Alors, c'est un projet qui est naissant, alors c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Ouais. Oui, voilà, oui, c'était là le caractère horrible de la question. Voilà. Oui, mais moi, je veux des réponses, c'est pour ça le problème. Je suis curieux. Voilà, Patience. C'est simplement ça. Ok, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il est toujours temps dans le chat. On a pas mal de remarques très sympathiques sur la qualité de la présentation. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question plus générale sur le doctorat. Donc on a beaucoup, on parle de réseaux sociaux, mais là la question du doctorat est très présente sur les réseaux sociaux. Sur Twitch, on en parle aussi pas mal. Sur Twitter, c'est très présent. Il y a pas mal de petits groupes aussi qui parlent du doctorat. Faire un doctorat en France, c'est quand même particulier. C'est vrai que la reconnaissance n'est pas énorme, hein, pour les doctorants et même les docteurs. Enfin, je veux dire, c'est une reconnaissance quasi inexistante en dehors du monde universitaire, où ça a un peu de valeur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pèse dans la décision de faire un doctorat et ensuite dans le quotidien, enfin dans le fait de faire la thèse une fois qu'on y est? Alors, bon, c'est vrai que parfois on y pense un petit peu, mais pour ma part, j'ai fait le choix de me concentrer sur ce qui me plaît dans le doctorat et essayer de faire abstraction un petit peu de ce qu'on peut me dire ou des a priori qu'on peut avoir. J'attends de voir par moi-même si c'est réellement si difficile. Parce que bon, en psychologie, on nous dit aussi depuis le début de nos études que c'est dur de devenir psychologue, etc. Et au final, on y arrive. Donc je pense qu'il faut savoir faire abstraction aussi. Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'à partir d'un certain niveau d'études, on n'est pas forcément vraiment reconnu, du moins en France. Forcément, on y pense de temps en temps, mais il faut savoir aussi se concentrer sur le fait que l'exercice nous plaît. Oui. Donc il y a quand même quelque chose... Enfin, c'est important de faire une thèse aussi par goût de la recherche. Et, oui, ouais. Ça me paraît indispensable. Donc, c'est pas juste... c'est pas un cursus comme un autre, hein, finalement. Dire, je fais ces études-là, parce que quand on fait des études, même si ça nous plaît, au final, on fait ces études-là parce qu'on a un objectif professionnel derrière. Là, il n'y a pas que ça. Là, il faut aimer le processus et pas seulement la finalité. C'est ça. Et donc, pour vous, pour le moment, ça répond à vos attentes, Tout à fait. Thèse? Ouais. J'ai la chance... je dis pas ça parce qu'elles sont dans le chat, mais... c'est peut-être le moment de régler les comptes. Hein. J'ai la chance d'être très, très bien encadrée, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les universités. Et vraiment, jusque-là, ça correspond parfaitement à mes attentes. Oui. Bon, très bien. Et la thèse de doctorat à l'université de Nîmes, pour vous, je ne sais pas si vous connaissez d'autres doctorants ailleurs, oui. Ou, Et justement, ce que j'aime à l'université de Nîmes, c'est cette proximité qu'on peut avoir entre doctorants ou même avec les maîtres de conférences, les HDR. Il y a vraiment, du fait que ce soit une petite université, il y a une vraie proximité, on n'est jamais vraiment seul. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu ici. Très bien, donc sur le quotidien, vous êtes beaucoup sur site? Je viens 2 jours par semaine sur site. Oui. Donc là, vous travaillez avec donc tous les collègues, les doctorants, les enseignants-chercheurs. Ok, très bien. Bon, c'est bon, vous êtes sauvés, Elodie et Sarah. Il n'y a pas eu de révélation gênante. Non. Oh, non, mais c'est sûr. Et puis en plus, donc, vous faites partie d'APSI, donc c'est une jeune équipe de recherche, puisqu'elle a été créée en toute fin d'année 2020, et qui est hyper active, puisqu'il y a plein de projets en cours. Donc c'est vrai que ça doit être aussi plein d'émulation dans cette nouvelle équipe qui bouge beaucoup. Oui. Et donc, participer, du coup, vous avez connu la création de l'équipe. Tout à fait, j'y ai assisté. Là, ouf, Elodie dit ouf, oui. Attention, c'est pas passé loin. Il va falloir se surveiller. Bon, mais très bien. Est-ce qu'on a un mot de la fin sur le doctorat je ne sais pas, est-ce que vous avez on peut suivre peut-être les études sur le site d'APSI ou... Je ne sais pas exactement. Alors, on a un site tout neuf qui est très joli, qui plus est. Et on a différentes présentations des chercheurs et des activités en cours. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. Et voilà. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Bon, mais merci beaucoup aux personnes qui nous ont regardés. Merci beaucoup à Julie pour cette belle présentation. Merci à Tom à la régie qui a fait un super travail. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau séminaire des doctorants. Prochain rendez-vous, demain à 12h30 pour Vue du Nîmes.